Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que je sais que les vidéos sur cette chaîne-là, elles sont souvent longues, très longues, 20 minutes minimum, parfois 45 minutes, certaines durent même 2 heures, et que c'est quelque part un frein à mon message. Je sais qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les formats courts qui fonctionnent. Donc je viens de créer une chaîne secondaire à l'instant, sur laquelle je vais poster systématiquement, quand je ferai un épisode un petit peu long, une version un petit peu courte. Si vous voulez voir une version courte de cet épisode-là, condensée avec les principaux arguments, rendez-vous ici, du coup sur la chaîne secondaire, où vous trouverez systématiquement, juste après la sortie de mes vidéos principales, une vidéo qui résume le propos que j'ai tenu. Et là, vous allez me dire, bon, on a vu le titre de la vidéo, ça va parler de cyberharcèlement. Pourquoi est-ce que je parle de cyberharcèlement sur une chaîne qui parle avant tout du sexisme? Parce qu'on pourrait penser que le cyberharcèlement concerne toutes les catégories de la population de façon indissociable. J'ai moi-même été victime de cyberharcèlement, vous le savez, j'en ai longuement parlé, je ne souhaite plus en reparler aujourd'hui, de la part de communautés de certains vidéastes qui étaient très mécontents de mes travaux. Effectivement, ça a été des moments très difficiles, et aujourd'hui je reçois toujours quelques messages, on va dire désapprobateurs, un peu moqueurs, parfois même de temps en temps insultants, mais ça n'a rien à voir avec le flot de messages que je pouvais recevoir, qui dans les moments les plus difficiles de cette chaîne pouvaient atteindre 150 à 200 par jour. Évidemment, majoritairement en privé, mais parfois ils se gênaient pas dans les commentaires. D'ailleurs, je les laissais visibles pour que tout le monde voit comment ces personnes-là se comportaient. Et donc voilà. Est-ce que mon cas, finalement, est une généralité? Ça, pour moi, c'est une question qui est profondément de gauche. Se demander ce qui fait système. Sortir du cas particulier pour se dire, les gens qui ont étudié cette question-là, la question du cyberharcèlement, qu'est-ce qu'ils en disent, ces personnes-là? Donc on va commencer par parler de ça, à savoir que malheureusement, sans surprise, la catégorie de personnes la plus touchée par le cyberharcèlement en France, ce sont les femmes. 94% des victimes de cyberharcèlement, aujourd'hui, en France, c'était un sondage qui avait été fait, une enquête qui avait été faite en 2022, sont des femmes. 58% de personnes minorisées, donc les minorités en général. Ça touche en moyenne, pour la moitié des cas, des personnes de moins de 30 ans, 43% des personnes LGBTQI+, 22% de personnes handicapées. Donc c'est une problématique qui concerne complètement la question de la domination masculine et de la violence masculine en général. On est totalement dans le sujet de la chaîne. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? En fait, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de deux cas de cyberharcèlement complètement différents qui aboutissent exactement à la même chose. On va parler à la fois du procès actuel de Jacques Grimaud. À l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a pas encore eu d'état sur sa condamnation, mais à mon avis, au moment où la vidéo sera mise en ligne, vous aurez le résultat de sa condamnation, je pense. Et on va parler d'un cyberharcèlement beaucoup plus pernicieux, qui est aussi majoritaire, qui touche, j'ai pris une personne avec son accord, qui touche la chanteuse Mathilde, qui subit un cyberharcèlement non pas de la part d'une personne, comme c'est le cas de Jacques Grimaud, on va en parler dans un instant, mais de toute une communauté masculiniste, qui ne sont unis par rien d'autre si ce n'est le fait qu'ils trouvent un plaisir malin à aller harceler une femme en ligne. Ce sont des cas de cyberharcèlement très différents, on va les étudier tranquillement, on va voir quelles sont les conséquences de ça, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Le premier cas, donc en fait, vous avez un journaliste qui s'appelle Paul Congé, ou Paul Conge, je ne sais pas comment prononcer, qui est journaliste à Marianne, qui avait sorti un ouvrage qui s'appelle Les Grands Remplacés. Je vous en lis quand même juste le début parce que moi ça me régale. Votre voisin de bureau s'est mis à clasher les bobos serviles, à dévorer les livres d'Alain Soral ou de Papacito, à s'épancher sur la virilité perdue de l'homme postmoderne. Bienvenue chez les Grands Remplacés, ceux qui haïssent les hommes soja, leur mode de vie de tantous entre guillemets, et qui redoutent une immigration de masse. Voilà, on est dans la culture incel classique, misogyne, très très proche des milieux d'extrême droite, classique. Et il a couvert l'actuel procès là, de Jacques Grimaud, et je vais vous lire en fait ce qui s'est passé pendant ce procès. Je tiens juste à remercier les personnes qui, en message privé, quand elles ont appris que j'avais l'intention de sortir un travail sur Jacques Grimaud, qui m'ont envoyé toute une série de captures d'écran de ce qu'a pu se dire sur sa victime, on va parler d'elle dans un instant bien évidemment. Merci beaucoup, je ne montrerai pas ce que vous m'avez envoyé en ligne, c'est absolument ignoble. On m'a envoyé des photomontages horribles, des menaces de mort directes, vraiment directes pour le coup, des menaces de doxing, etc. C'est insoutenable. C'est insoutenable, j'aimerais préserver le peu qui me reste de santé mentale actuellement, voilà, pour ne pas replonger complètement, comme c'était le cas il y a quelques années, pour du coup me concentrer sur le travail journalistique de Paul Conge, ou Paul Congé, qui sur Twitter fait un résumé de ce qu'il a vu là aujourd'hui. Donc il nous dit: au tribunal de Paris, pour suivre le procès de Jacques Grimaud, la star des sciences occultes, conférencier complotiste de 67 ans. Il est jugé pour des soupçons de cyberharcèlement contre Faustine B, 34 ans, chercheuse en égyptologie et détractrice des travaux du premier. Vous inquiétez pas, il va tout expliquer, vous allez avoir le contexte, c'est un très bon trade.
Grimaud, connu pour son film La Révélation des pyramides, en 2012, qui prétend démontrer que les pyramides de Gizeh auraient été bâties par une civilisation technologiquement avancée. Cette pseudo-archéologie est critiquée par une génération de chercheurs, dont Faustine B. Elle est aussi largement critiquée par les personnes qui travaillent sur l'antiracisme, qui expliquent à quel point en fait ces théories sont profondément racistes, puisqu'en fait elles sous-entendent que les Arabes, ils avaient quand même pas les moyens, l'intelligence pour construire des pyramides, des choses aussi complexes, et qu'il fallait bien une aide des extraterrestres. Fin 2019, cette doctorante a critiqué cette désinformation dans une conférence filmée, à la suite de laquelle Grimaud aurait posté, entre mars et novembre 2021, accrochez-vous, 97 messages et 18 vidéos obscènes, voire infâmes, dans lesquelles il attaque personnellement la chercheuse. Et je vous garantis que c'est ignoble ce qu'il a posté. Jacques Grimaud s'est avancé à la barre avec sa doudoune bleue. La présidente lit les faits reprochés. On cite la présidente. Grimaud poste régulièrement des textes insultants, où elle se fait traiter notamment de lubrique, donc Faustine, de gourgandine, de frustrée. On est vraiment dans de la rhétorique d'une pure misogynie. Et qu'il publie des vidéos faites à partir des siennes en les détournant afin de la ridiculiser. Si vous voulez en savoir plus sur lui, il y a un article ici sur Marianne que vous irez voir, je vous le mettrai dans la description, puisqu'on est vraiment dans de la dérive sectaire absolue, dans de la médecine illégale. C'est quelqu'un qui crée, comme Thierry Casasnovas, un mal absolument extrême, en particulier aux femmes, puisque évidemment ces personnes-là s'adressent au public qu'ils ont. Et c'est qui leur public ? C'est des personnes qui ont des problèmes avec leur santé. Pourquoi les femmes sont plus souvent dans ces dérives-là ? Parce que les femmes sont mal soignées en France, on l'avait vu dans une vidéo. Elles sont mal soignées, elles sont mal comprises, on comprend mal les pathologies des femmes. Elles ne sont pas écoutées, on sait qu'elles ont plus de risques de mourir lors d'une intervention pratiquée par un homme. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont pour le coup absolument incontestables. Et donc elles se tournent vers d'autres solutions alternatives. Et c'est là qu'on trouve des requins qui profitent du coup de ça. C'est de la misogynie pure. On reprend. Vous avez donc écrit un livre qui s'appelle La Révélation des pyramides. Le tribunal a eu l'honneur de recevoir une copie, grince une assesseuse, qui rappelle que ce livre, devenu un film complotiste culte, est à l'origine du différend entre guillemets, il fait bien de le marquer entre guillemets, il a l'air bien formé à la question des violences masculines, entre lui et Faustine B. Interrogé à de multiples reprises, Jacques Grimaud se cramponne à sa ligne de défense et il répond « Je n'ai rien à voir avec cette histoire », répète-t-il en boucle. Lunaire, il accuse des trolls qui seraient téléguidés par la plaignante d'avoir usurpé son identité. On est dans le retournement accusatoire. On a déjà l'habitude d'entendre ces propos-là par les agresseurs présumés, les agresseurs sexuels présumés. On s'aperçoit que les hommes utilisent exactement la même rhétorique dans les cas de cyberharcèlement. Donc pour lui, c'est Faustine qui aurait volontairement demandé à des gens de faire semblant de la cyberharceler pour lui nuire. On est à la frontière de la théorie du complot. Le propos est extrêmement confus, mais on comprend que selon lui, ce serait donc Faustine B et ses amis qui seraient eux-mêmes à l'origine du harcèlement contre elle. Audacieux. Il dit quelque chose sur un ingénieur en Suède, l'inversion accusatoire ou le flaming. C'est totalement hors sujet, monsieur Grimaud, répond l'assesseuse en levant les yeux au ciel. Auditionné par des policiers sur procès-verbal de août 2021, il reconnaît pourtant, on le cite, « Je n'ai fait que lui rendre la monnaie de sa pièce ». C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans la toute-puissance masculine qui est convaincue que en fait les hommes c'est des victimes, que critiquer c'est harceler, et qui du coup se dit c'est juste rendre la monnaie de la pièce que d'aller cyberharceler. Et vous allez voir les conséquences que ça a eu sur cette pauvre Faustine B. L'avocate de la partie civile cite aussi une vidéo dans laquelle on voit Grimaud dire qu'elle fait partie d'une bande d'abrutis, que c'est une zozo, une catastrophe. Vous dites que si vous la rencontrez, vos procédés seront rapides et contendants, ajoute du coup l'avocate, Ben Simon. Vous vous rendez compte ? Les procédés seront rapides et contendants. Carmen menace de mort, direct, de la poignarder. On en est là. Quelqu'un critique ses travaux, menace de la poignarder, et il est sûr d'être dans son bon droit. Il répond, ça s'appelle de la dialectique, ce n'est pas une agression. Eh ben non, c'est une menace de mort en fait. Et si vous participez à ça en ligne, si vous y avez déjà participé, et si vous avez l'impression que ce ne sont que des mots, mais vous ne réalisez pas, parce que vous manquez d'empathie, pardon de vous dire ça, l'impact psychologique que ça a sur votre victime. Jacques Grimaud assure aussi qu'il se filme sur fond vert, et que n'importe qui peut donc faire apparaître n'importe quoi derrière lui. Pareil pour la voix, on peut mettre de la voix sur le visage de quelqu'un, il parle des deepfakes. Vous voyez, c'est la victime, il y a un complot contre lui. C'est fait à mon avis, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas pour habitude d'insulter qui que ce soit. Alors là, si vous connaissez le personnage, c'est l'une des personnes avec MJ les plus ordurières de tout le Twitter français, de tout le Facebook français plutôt. Faustine B à la barre raconte l'impact psychologique de ce harcèlement. Et elle dit « J'ai arrêté ma thèse ». Elle a arrêté sa thèse. Le cyberharcèlement a été tellement violent sur elle qu'une chercheuse en est venue à interrompre ses études, tellement ça a été violent. Vous vous rendez compte de l'impact que le cyberharcèlement peut avoir ? Vous n'avez pas le droit, quel que soit ce que vous pensez, quels que soient les griefs que vous avez contre une personne, de participer à du cyberharcèlement. Et là, vous allez vous dire, oui, non mais là, d'accord, là on parle de Grimaud, il publie 18 vidéos, une centaine de messages, ça c'est du harcèlement. Moi, je ne harcèle pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si c'est ce que vous pensez.
Demandée la dernière fois, une expertise psychiatrique de Grimaud a été rendue le 13 février dernier. Elle lui diagnostique une psychose délirante chronique de type paranoïde, une idée délirante de persécution, une hypertrophie du moi, etc. Jacques Grimaud souffre, selon cette expertise, d'une altération du discernement au moment des faits. J'espère que ce ne sera pas retenu comme circonstance atténuante. Et il dit que ça pourrait avoir un impact sur la sanction pénale. Je ne vous demande pas de contester ce rapport car vous n'êtes pas médecin, lance la juge. Écoutez ce qu'il répond, le toupet. J'ai quelques années de médecine, excusez-moi, réplique le prévenu, il tac au tac, prévenant des rires dans la salle, il est ridicule. Il refuse d'entrer tout suivi psychiatrique par manque de temps, selon lui. L'avocate plaide. Faustine B attendait cette audience avec beaucoup de crainte. La thèse de base de M. Grimaud, c'est que les pyramides ont été inventées par des extraterrestres. Absolument pas, c'est un mensonge, l'interrompt Grimaud qui se fait aussitôt recadrer. Pourtant, c'est précisément ce que dit ce documentaire que j'ai vu moi-même qui est désolant. C'est ça, M. Grimaud. Un homme incapable d'entendre la moindre critique sur son travail fut-elle fondée, lance toujours l'avocate Ben Simon, qui affirme que tous les messages contre Faustine B correspondent exactement à sa logorée habituelle. Mais en fait, si c'est sa logorée habituelle, c'est un énorme agresseur, c'est un énorme harceleur et il est dangereux. La nature des propos et des comportements de M. Grimaud ont nécessairement eu pour conséquence à la fois de la dénigrer de manière systématique et de manière humiliante, au-delà de ce que la liberté de critique permet, tranche la procureure de la République. Quand on l'entend, on a l'impression qu'un complot a été diligenté contre lui et que c'est lui la victime et pas Faustine B, poursuit la magistrate, qui requiert une peine de 10 mois de prison assortie de sursis probatoire avec une obligation de soins. Dommage, Jacques Grimaud ne trouve aucune aide dans la personne de son avocat, maître Paul Couder, qui part dans tous les sens et enfonce même son propre client. Il reconnaît par exemple un tout petit harcèlement de la part de Grimaud, un tout petit harcèlement des menaces de mort, non mais attendez, même si les avocats s'y mettent, alors là on va pas s'en sortir, qu'il n'y a pas suffisamment d'insultes de la part de son client pour constituer un délit. Ah ben je ne savais pas qu'en fait une insulte c'était pas un délit, qu'il fallait qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit un délit. Vous voyez quand je parle de toute puissance masculine sur cette chaîne, quand je parle en fait de ce que la construction de la virilité produit comme type de personne. Pardon pour mes mots, je vais psychiatriser, je sais que je ne les pense pas à 100%, d'accord? Je l'utilise volontairement pour choquer, ne me tombez pas dessus. Mais en fait, la construction masculine typique, virile, on va dire à l'extrême virilité, ça crée un psychopathe. Ça crée une personne qui n'est absolument pas fait, un sociopathe qui n'est pas fait pour vivre dans la société. Les derniers mots de Grimaud, la véritable victime, c'est moi-même, mes proches, mon association, mon travail, et ça dure depuis 20 ans. Fin du procès, jugement le 19 avril. Ah non, jugement le 19 avril, donc vous n'aurez pas la réponse à la fin de cette vidéo. Bref. Voilà ce qui se passe. Donc là, on a le cas particulier d'un homme qui décide de cyberharceler une femme, et vous avez vu en fait tout ce que ça a produit sur cette femme. Il faut savoir que, évidemment, quand vous êtes une personne suivie, quand vous êtes une personne qui a une audience importante, parce que Jacques Grimaud, il a une audience sur les réseaux sociaux importante, ce cyberharcèlement, il va être accompagné des personnes qui vous suivent, qui vont participer eux-mêmes au cyberharcèlement, différemment, mais qui vont y participer. Et au final, ça va mettre votre victime dans un sentiment d'insécurité constant, permanent. Ça va lui créer, elle, des pathologies probablement psychiatriques qui peuvent mettre très longtemps à guérir, avec des phobies sociales qui peuvent aboutir à quoi? À l'arrêt, à une déscolarisation. Faustine B a arrêté ses études. Elle a interrompu sa thèse. Et alors, on va regarder cette fois-ci une petite vidéo, ce qui va nécessiter juste pour moi que je branche ici les écouteurs, pour que vous n'ayez pas un retour doublé de ce que vous allez entendre, de Mathilde. Mathilde, qui c'est? Mathilde, c'est une chanteuse française, qui subit un cyberharcèlement invraisemblable. Je pense que c'est l'une des personnes les plus cyberharcelées en France, peut-être avec Marguerite Sten, Tiffany D, je ne sais pas. Grosso modo, elle souffre d'affections psychologiques ou psychiatriques, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà, ça ne regarde personne d'autre que moi. Elle souffre de grossophobie par rapport à son poids, donc de psychophobie, de racisme, d'incitation au suicide, de transphobie puisqu'elle se définit comme queer, de lesbophobie également, elle n'en parle pas dans ce tweet-là, mais de temps en temps elle parle de ce que produit la lesbophobie. Et voilà ce que Mathilde subit. Donc on va regarder une grande partie de la vidéo. Elle a été invitée plusieurs fois dans des plateaux télé récemment là, pour pouvoir parler justement de ce que c'était que le cyberharcèlement, de ce que ça produisait sur leurs victimes. Voilà ce qu'elle en dit. Et voilà, alors, trigger warning, vous allez lire des propos qui lui sont adressés qui sont vraiment insoutenables. Je vous laisse découvrir ça. J'aimerais bien me dire que je suis la seule qui subit ça. Et en fait, on est beaucoup. Trop. À partir de 1, c'est trop. Qu'est-ce que vous subissez? Je subis énormément de grossophobie. J'ai reçu beaucoup de misogynie, beaucoup de grossophobie, beaucoup aussi de lesbophobie.
J'ai oublié de couper le son parce que sinon la vidéo va recevoir encore un blâme. Et donc là, vous voyez tous les types de messages qu'elle peut recevoir. Elle en parle sur les réseaux sociaux, c'est ignoble. Et ça va sur la dernière image, trigger warning, en particulier les personnes des communautés LGBTQI, parce que la dernière image, elle est épouvantable. Je préfère vous prévenir en avance, vous allez voir. Carrément un dessin d'elle, aux couleurs du drapeau, pendue, égorgée peut-être, on ne sait pas. Voilà ce qu'elle subit au quotidien. Mais ça, c'est du cyberharcèlement. Et même si vous n'avez participé qu'une seule fois à un message, il pourrait vous arriver exactement ce qui est arrivé à certaines personnes qui avaient cyberharcelé Mila et qui ne comprenaient pas. C'était intéressant de les entendre au tribunal, le compte-rendu du jugement, de dire « mais en fait, on ne comprend pas, on a juste posté 1 ou 2 messages ». Ça fait partie intégrante du cyberharcèlement. Et je pense que vous le savez, je pense que les personnes qui participent à ça le savent pertinemment. Du coup, 2 formes très différentes. Une personne s'en prend à une victime, toute une communauté d'hommes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est leur misogynie, leur sexisme crasse, qui s'en prennent à une personne. Ça produit quoi? Mais ça produit des conséquences désastreuses. Alors Mathilde, elle a l'air d'être incroyablement forte, d'avoir la tête sur les épaules, de bien réagir. J'ai quelques échanges extrêmement brefs avec elle, on se connaît pas, on a dû s'écrire 2 fois dans notre vie, mais elle a l'air d'avoir les épaules par rapport à ça. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que ces trucs-là, ça aboutit à des suicides? Qu'en 2022, on a eu une vingtaine de mineurs qui se sont suicidés suite à du cyberharcèlement. C'est ça, en fait, la conséquence du cyberharcèlement. En moins grave que le suicide, des dépressions, ça crée de la phobie, etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont produites majoritairement par des hommes sur des femmes, on l'a vu. Comment on peut réagir à ça? Déjà, dénoncer systématiquement ce genre de message quand on est un homme, instantanément dire « attendez, stop, là, vous basculez dans le cyberharcèlement, ces propos-là sont inacceptables ». Signaler les messages sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas prompts, malheureusement, à réagir vite au cyberharcèlement, en particulier Twitter, ou Facebook, pardon, où vous ne pouvez toujours pas mentionner un propos pour misogynie. Vous pouvez mentionner un propos problématique pour n'importe quelle cause, n'importe laquelle, ce qui est très bien, mais pas pour misogynie. Enfin, vraisemblablement, Facebook n'a pas eu connaissance de l'oppression la plus systématique qui existe depuis, je ne sais pas, depuis que la civilisation existe, quoi. Et vous pouvez, quand les victimes en ont besoin, participer financièrement. Faustine B avait ouvert une cagnotte, moi je l'avais découvert vraiment beaucoup trop tardivement pour pouvoir participer à ses frais d'avocat. Et Mathilde a par exemple des cagnottes ici pour l'aider à soutenir son travail. C'est la meilleure réponse qu'on peut avoir à ces harceleurs. Les dénoncer, expliquer, donc dénoncer les propos, les signaler sur les plateformes quand c'est possible, expliquer aux cyberharceleurs pourquoi c'est du harcèlement, la plupart du temps c'est des trolls, mais c'est pas grave, au moins vous aurez expliqué, et soutenir financièrement. Donc je vous mettrai le lien pour pouvoir soutenir la chanteuse Mathilde, et si vous la connaissez pas, allez écouter ses chansons, elle est absolument formidable. Malheureusement, le phénomène de cyberharcèlement, il est extrêmement fréquent. Regardez, c'est un sondage américain, mais qui a aussi été fait dans différents pays du monde. 47,7% des parents d'enfants de 6 ou 10 ans constatent que leurs enfants ont subi déjà du cyberharcèlement dans leur vie. La moitié des mineurs de 6 à 10 ans. 56% de 11 à 13 ans. 60% de 14 à 18 ans. Au-delà de 19 ans, on descend un petit peu, mais ça reste à 54%, c'est dramatique. Où est-ce que ce cyberharcèlement a lieu? Alors là, comprenez que l'addition de tous ces chiffres ne fait pas 100% parce qu'on peut donner plusieurs réponses en même temps. Les parents déclarent que dans 82% des cas, ça se fait à l'école. Dans 32% des cas, ça se fait dans un bus. Alors dans les bus aux États-Unis, vous savez, il y a une culture du ramassage scolaire qui est un petit peu moins fréquente en France, d'où ce chiffre-là. 19% sur les réseaux sociaux. 1/5 du cyberharcèlement a lieu sur les réseaux sociaux. On a un rôle à jouer, là les hommes, on a un rôle à jouer pour rappeler aux hommes qui se comportent mal sur les réseaux sociaux, qu'ils produisent du cyberharcèlement, c'est important. Les gens ne cessent de me dire dans les commentaires « oui, nous aussi on aimerait être alliés, comment on fait ?» Je ne cesse de vous donner des pistes, ça c'est une piste à explorer intéressante. Parce que le cyberharcèlement, c'est une affaire de violence masculine contre des femmes, comme on l'a vu au départ. On nous explique que la pandémie a malheureusement augmenté ce phénomène, que dans le cyberharcèlement, ce que subissent le plus les femmes, les mineurs, etc., ce sont des insultes, des humiliations, des menaces physiques, du stalking, donc des personnes qui vont suivre en disant « regardez, maintenant je sais où elle habite » pour du coup doxer ces informations-là, du harcèlement sexuel, du harcèlement répété, etc. On est dans un phénomène qui est un phénomène de société, il faut bien comprendre, on n'est pas dans du fait divers là. S'il y a bien quelque chose qui a été absolument extraordinaire que MeToo a apporté à la société, c'est que MeToo a sorti le viol du fait social pour en faire, du fait divers pour en faire un fait social. On a compris que les violences masculines, que la domination masculine, c'était un fait social. Les femmes l'avaient compris depuis très longtemps, mais les imbéciles comme moi, on a eu besoin du mouvement MeToo pour enfin que ça nous arrive à la tête et qu'on se dit mais c'est un problème systémique. Et bien le cyberharcèlement, c'est la même chose. Il faut essayer de sortir de cette vision qu'on a où une fois par mois, on a un article absolument épouvantable où on apprend qu'un mineur a mis fin à ses jours. Ça n'est pas du fait divers, c'est du fait social. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, ce qui était important pour moi de vous dire. Le cyberharcèlement,
c'est quelque chose qui touche majoritairement les femmes. Les principaux responsables du cyberharcèlement sont des hommes, tout ça on l'a vu, je sais pas si je vous ai montré les chiffres des harceleurs, mais bon, 74% d'hommes si jamais je vous l'ai pas montré. Faites tourner cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, réagissez correctement, surtout vous les hommes, c'est surtout à nous de réagir, hein. Comprenez que dans cette société-là, si vous commencez à regarder, si vous regardez la chaîne depuis un moment, vous commencez à comprendre un petit peu le propos que je veux. Sur cette chaîne-là, mon propos principal, c'est de dresser un portrait le plus global possible du sexisme, que je vais essayer d'explorer à l'avenir dans tous les domaines possibles, y compris dans les domaines du langage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait un très court épisode de 2 épisodes, qui sera suivi de à peu près une vingtaine d'autres épisodes sur le sexisme dans notre langage, où j'analysais l'expression femme au volant, mort au tournant, où j'expliquais pourquoi elle était sexiste et fausse. Je vais essayer de l'explorer à travers les personnages de notre imaginaire collectif dans le cinéma, je vais essayer de l'explorer plus tard, bien plus tard dans la littérature. Je vais m'attaquer au monde politique, je vais m'attaquer également au monde politique de droite, de gauche, enfin bref, je vais essayer de dresser un grand portrait. Le cyberharcèlement, ça en fait partie. Et ça, il faut qu'on continue à le dénoncer. Les femmes sont les grandes victimes de tout ça, vous le voyez avec cette chaîne, donc il faut qu'on arrête de laisser sur les épaules des femmes la charge mentale supplémentaire de devoir lutter contre ces oppressions. En fait, la meilleure façon de lutter contre les oppressions, c'est de ne pas les reproduire. C'est aussi simple que ça. Vous voulez lutter contre la violence masculine, ne la reproduisez pas. Et incitez les hommes à ne pas la reproduire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça fait 20 minutes, encore une fois. Je vous l'ai mis au début, je ne sais pas si ça réapparaîtra, je ne connais pas encore l'outil Facebook. Si vous voulez voir cette vidéo ou partager la vidéo un petit peu plus condensée de 2 minutes, rendez-vous sur la chaîne secondaire. C'est une chaîne sur laquelle je pense que je ne répondrai pas forcément aux commentaires. J'en reçois beaucoup sur cette chaîne, ça me prend du temps de vous répondre à tous et à toutes. Mais en attendant, prenez soin de vous, comportez-vous du mieux que possible. J'espère que, voilà, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux et heureuse, et je vous dis à bientôt.